l'enregistrement. Voilà, la session est lancée et je dois encore partager. Donc voilà. Donc on avait, la séance précédente, on avait démarré le cours officiellement en vous présentant un peu les compétences, les objectifs, le déroulement, le programme prévu, avec des directives, je dirais, en matière de bibliographie. On avait principalement discuté l'importance de la stratégie pour une entreprise. Donc là, je vous ai dit que la stratégie est indispensable pour une entreprise afin de maintenir sa compétitivité, de faire face aux mouvements, aux turbulences de l'environnement, dans la mesure où l'entreprise, pour réussir sa mission, pour réussir ses finalités économiques, sociales, sociétales et environnementales, elle doit impérativement adopter un comportement d'anticipation, de manière à ne pas réagir uniquement à ce qui se passe dans son contexte et par rapport à son environnement. Et donc, à partir de là, la stratégie renvoie à l'idée d'un pari sur un avenir inconnu. Et à partir de là, l'entreprise va essayer de fixer ses priorités en essayant d'anticiper sur les différents comportements, les différents événements qui peuvent survenir sur son environnement. C'est ce que vous avez appelé en première année, rappelez-vous, les opportunités et les menaces. Et donc là, la stratégie peut être considérée comme une réponse anticipative au changement de l'environnement et qui peuvent soit favoriser la réussite et la performance, soit défavoriser cette réussite à travers la présence d'éventuels dangers ou risques qui heurtent la compétitivité de l'entreprise. Donc là, on a aussi discuté l'intérêt de la stratégie, qui donne une orientation générale pour l'entreprise en fonction de ses objectifs, de sa vision, de sa mission. Elle permet aussi de concentrer les énergies, puisqu'on aura un but, on aura donc des objectifs, des priorités fixées, et à partir de là, la stratégie fixe les voies de développement de l'entreprise. Donc, on ne va pas agir comme bon nous semble. Donc, on aura toujours un repère qui va nous guider, qui va concentrer nos efforts collectivement au sein de l'entreprise, tout un chacun, donc les différentes directions, les différentes fonctions qui vont travailler collectivement pour atteindre l'objectif stratégique escompté. Et par la suite, la stratégie permet aussi de renforcer la cohérence par rapport aux différentes décisions et différents projets, et par la suite calibrer l'organisation. Donc, on a discuté aussi le périmètre de la stratégie. Donc, rappelez-vous, on vous a dit que la stratégie relève principalement euh, du sommet de l'entreprise, du top management. Rappelez-vous, donc là, vous voyez la pyramide qui illustre la hiérarchie dans une entreprise. Donc, il y a le top management représenté par la direction générale. Il y a le management intermédiaire, ce qu'on appelle direction opérationnelle. Et il y a donc le management opérationnel. Donc, c'est tout un chacun au sein de l'entreprise à travers les différentes actions qu'elle est amenée à réaliser. Et donc, au niveau de la direction générale, c'est là où on discute la stratégie globale de l'entreprise qui définit les orientations et les priorités d'une entreprise en tenant compte de ses compétences et ses ressources en interne, mais également en tenant compte de ses interactions, de ses rapports avec l'environnement. Et donc là, il y a la dimension interne et la dimension externe qu'il faut prendre en considération. Cette stratégie représente généralement un ensemble des politiques et des directives générales qui sont destinées à toutes les directions fonctionnelles. Et à partir de là, au niveau de chaque direction opérationnelle, on doit traduire, on doit transposer la stratégie globale qui représente des objectifs généraux en objectifs spécifiques. Et à partir de là, on aura des stratégies fonctionnelles par direction. On aura stratégie marketing, stratégie financière, stratégie logistique, stratégie RH, etc. Et dans le bas de la pyramide, on aura donc l'ensemble des actions concrètes qui permettent la réalisation des objectifs en tenant compte des moyens et des ressources dont dispose l'entreprise.
On vous a expliqué aussi l'autre fois que généralement, en matière de la décision stratégique au sein des grandes entreprises, souvent structurées, la décision euh, relève d'un comité de direction composé d'un ensemble de dirigeants ou de cadres supérieurs. Et donc là, nous sommes dans une stratégie qui est décidée d'une manière collective, collégiale. Donc on parle de la collégialité de la décision, en tenant compte de l'avis de plusieurs personnes à la fois et en trouvant donc le consensus, la concertation, le dialogue, l'échange autour des compétences, des ressources, mais également de l'environnement de l'entreprise. Et à partir de là, dans le comité de direction, on va essayer de fixer les priorités de l'entreprise qu'on va traduire en un ensemble d'objectifs généraux qui définissent préalablement le contenu de la stratégie globale de l'entreprise. Alors que dans les petites et moyennes entreprises, souvent mal structurées, où nous avons un dirigeant propriétaire, la décision stratégique revêt un caractère individuel puisque souvent le dirigeant propriétaire décide tout seul en matière d'orientation stratégique et parfois on a même ce qu'on appelle une planification stratégique informelle non structurée, c'est-à-dire intuitive. C'est en fonction de ce que pense le dirigeant lui-même, elle va donc décider quant à l'essor managérial de ses affaires. Et à partir de là, la stratégie est aussi élaborée d'une manière, je dirais, intuitive, en tenant compte des interférences du dirigeant et de ce qu'il pense par rapport à son environnement et par rapport à son contexte. Juste pour nuancer entre la grande entreprise et la PME. On a défini le management de manière générale comme un ensemble des techniques d'organisation, de direction et de gestion, de manière générale, et qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc là, le management stratégique renvoie à l'ensemble des tâches et missions qui relèvent spécifiquement de la direction générale. Rappelez-vous, je vous ai expliqué d'ores et déjà que la stratégie est l'affaire de la direction générale. Et à partir de là, le management stratégique traduit l'ensemble des tâches, des missions qui relèvent principalement de la direction générale et qui permet de fixer le but ou les objectifs généraux qui traduisent les voies de son développement futur. Parce que souvent, la stratégie est fixée sur un horizon lointain, généralement une durée de 5 ans en moyenne. Et à partir de là, donc, elle va fixer les priorités générales, les directives générales sur un horizon de long terme. Et à partir de là, elle va définir les moyens, les ressources nécessaires pour parvenir à la réalisation des objectifs escomptés. Et on a terminé l'autre fois, même si on avait des conditions un peu techniques relativement délicates par rapport à la connexion et par rapport au maintien du live, et j'avais débauché sur le rôle et les fonctions d'un manager au sens large. Et je vous ai dit que le manager est celui ou celle, c'est les hommes et les femmes, qui fixent une stratégie au niveau de la direction générale. Là, on parle de top manager. Et ensuite, elle va essayer de mobiliser les ressources et les énergies pour mener cette stratégie jusqu'au bout. Et je vous ai dit que le rôle d'un manager peut être appréhendé selon quatre perspectives: la planification stratégique, la fixation des objectifs généraux, l'organisation de l'entreprise de manière à mettre en place, à définir une structure avec des règles, avec des attributions. Vous allez le voir en gestion des ressources humaines, vous allez parler d'un descriptif de poste, c'est-à-dire tout un chacun en entreprise, elle aura un document formalisé qu'on appelle descriptif de poste avec lequel il y a ses missions, ses tâches, ses attributions et sa position hiérarchique de manière à définir son périmètre de l'entreprise. De la même manière, c'est le manager qui fixe les règles de fonctionnement de l'entreprise de manière à identifier les responsabilités qui fait quoi au sein d'une organisation. Et par la suite, la direction. Donc, une fois on fixe, bien entendu, les rôles et les attributions, on commence donc à diriger l'entreprise de manière d'abord à traduire les objectifs généraux en objectifs au niveau de chaque direction et par la suite attribuer les moyens, les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs pour
chaque fonction, pour chaque direction fonctionnelle. Et par la suite, une fois on accorde les ressources et les moyens à chaque direction, il faut donc suivre l'évolution des activités de manière à vérifier le bon déroulement, la bonne marche de ces activités et éviter les éventuels problèmes ou dysfonctionnements qui peuvent heurter la réalisation des objectifs escomptés. C'est à partir de là que le rôle aussi du manager, c'est le contrôle, de manière à suivre le déroulement, bien entendu, de ce qui a été planifié préalablement au niveau de chaque direction. Voilà, c'était un bref rappel, un récapitulatif, si vous voulez, par rapport au contenu de la première séance, de manière aussi à vous interpeller par rapport à ces considérations. Donc, avant de démarrer proprement dit le premier chapitre, j'aimerais bien revenir sur les commentaires et voir s'il y a déjà des questions. Est-ce qu'il y a un problème technique par rapport à l'enregistrement du son? Est-ce que vous arrivez déjà à m'entendre, à me suivre? Réagissez en commentant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, c'était juste un cadrage général par rapport au fondement du management stratégique. Donc, tant qu'il n'y a pas de questions, donc je reviens sur ma présentation et je continue mon cours. Donc, le premier chapitre, comme je vous ai déjà expliqué, va essayer un peu de vous sensibiliser par rapport au fondement de la décision stratégique en présentant les principaux concepts qui caractérisent le management stratégique ou la décision stratégique au sein de l'entreprise. Donc, la stratégie de l'entreprise a pour objectif, ou a pour but, d'analyser le processus de formulation et de mise en œuvre des décisions stratégiques dans les organisations. Donc là, comme vous l'avez déjà vu au niveau du management général, euh, la décision peut être illustrée, donc peut s'illustrer sur les décisions stratégiques, les décisions tactiques et les décisions opérationnelles. Donc les décisions stratégiques, on voit à la définition et à la formulation des objectifs stratégiques globaux qui représentent la stratégie ou la politique générale de l'entreprise. Les décisions tactiques, ce sont les décisions qui sont souvent prises au cours du fonctionnement de l'entreprise de manière à corriger les éventuels dysfonctionnements. Et les décisions opérationnelles ont pour objectif la transposition ou la traduction, l'opérationnalisation des objectifs stratégiques sur le terrain en définissant des plans d'action. Et à travers le plan d'action, on va donc essayer de concrétiser les objectifs en essayant de les réaliser. Et donc, effectivement, quand on parle de stratégie, on fait allusion au processus qui permet de formuler et de prendre une décision qui sera par la suite mise en œuvre au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation au sens large. Et donc, les décisions stratégiques ont pour particularité d'être peu récurrentes. C'est-à-dire, elles ne sont pas répétitives, c'est pas au jour le jour, comme n'importe quelle décision opérationnelle. Par exemple, acheter de la matière première, produire un bien et service, recruter, etc. Donc, les décisions stratégiques sont très peu récurrentes. Ils engagent l'entreprise sur un horizon de long terme. Donc, c'est un engagement à long terme. Et à partir de là, il ne s'agit pas de décisions au jour le jour que vous allez donc prendre quotidiennement d'une manière récurrente. Et donc là, il s'agit d'une orientation, d'une vision sur le long terme. Et donc, ces décisions stratégiques, puisqu'elles ne sont pas répétitives, elles sont donc prises dans un horizon de long terme, elles représentent un risque élevé. Pourquoi elles représentent un risque élevé? Parce que tout simplement, vous allez engager toutes euh, les composantes de l'entreprise. Parce que lorsque vous allez définir un objectif stratégique global, donc l'ensemble des fonctions et des directions vont s'engager collectivement pour l'atteindre. Et donc, si vous allez prendre une mauvaise décision sur le plan stratégique, vous allez engager l'avenir de l'entreprise, de telle sorte que vous pouvez avoir
des éventuels problèmes. Et donc, vous allez mettre en péril la survie et la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Et à partir de là, la décision stratégique comporte un risque élevé. C'est pour cela qu'on fait appel au management stratégique au sein d'une entreprise. Parce que le management stratégique fournit euh, aux décideurs, aux dirigeants, à la direction générale, les outils, les démarches et les techniques nécessaires pour anticiper les événements qui peuvent surgir sur l'environnement et en tenant compte des capacités internes propres à l'entreprise de manière à fixer des objectifs et à prendre des décisions convenables et qui vont favoriser la croissance et le développement de l'entreprise. Et donc, pour récapituler, les décisions stratégiques sont des décisions de grande haleine parce qu'ils se fixent dans un horizon de long terme. Elles sont très peu récurrentes puisqu'ils ne sont pas répétitives et ils comportent un risque très élevé. C'est pour cela qu'il faut prendre avec précaution, avec rigueur méthodologique cette décision parce qu'il va engager le devenir et l'avenir de l'entreprise. Et par la suite, ces décisions stratégiques vont impacter toute l'organisation, c'est-à-dire toutes les fonctions sans exception. Parce qu'à travers ces décisions, vous allez fixer les repères fondamentaux pour tout un chacun au sein de l'entreprise. Et donc, toutes les directions vont s'engager collectivement pour l'atteindre. Et donc, il s'agit d'un engagement à long terme. Et donc, cette décision relève du domaine réservé de la direction générale, puisqu'on ne peut pas donner à n'importe qui ce pouvoir de décider quant à l'essor managérial, quant à la vision stratégique de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on va essayer un peu de discuter tout au long de ce premier chapitre. Donc voilà, je rappelle, comme je vous ai expliqué, les trois niveaux de décision au sein d'une entreprise. Il y a les décisions stratégiques, comme vous voyez sur l'écran. C'est le sommet de l'entreprise, ce qu'on appelle le top management. Le top manager, c'est la direction générale. Et donc, c'est la direction générale qui va définir les décisions stratégiques qui concernent le long terme et toute l'organisation, puisque tout un chacun doit prendre en considération ces décisions et les traduire à son échelle, et en tenant compte de la fonction qu'il est censé remplir. Et là, je fais référence à l'ensemble des directions opérationnelles, marketing, finance, stratégie humaine, logistique, etc. Et au niveau du middle management, ce qu'on appelle le management intermédiaire, donc nous avons le moyen manager qui fixe donc ce qu'on appelle les décisions tactiques qui concernent les éventuelles corrections nécessaires pour s'adapter à une éventuelle modification de l'environnement. Comme vous l'avez étudié en première année, l'entreprise est un système ouvert en interaction permanente avec un environnement. Cet environnement peut lui offrir des événements favorables à sa croissance. Et là, on parle d'opportunités qu'il faut saisir pour s'accroître, pour se développer. Mais également, il peut fournir aux entreprises des facteurs ou des dangers qui peuvent mettre en péril sa survie. Et à partir de là, on fait allusion aux différentes menaces qui peuvent impacter négativement la réussite, la performance de l'entreprise. Et en dernier lieu, les décisions opérationnelles qui sont prises par les managers du premier niveau, le bas de la pyramide. Ces décisions concernent les éventuelles décisions de régulation qui sont multiples, qui sont quotidiennes, qui sont répétitives, récurrentes et qui assurent le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce sont des décisions souvent prises au jour le jour et qui permettent d'assurer la bonne continuité d'exploitation et la bonne marche de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions jusqu'à ce niveau. Donc, je reviens à vos commentaires. Voilà, donc, si vous avez donc des questions, des remarques avant même d'avancer.
Euh, pour la question de ce Soukaina, le degré d'incertitude est-il élevé? Naturellement, puisque comme vous le savez, de plus en plus aujourd'hui au sein de l'environnement de l'entreprise, il y a beaucoup de perturbations et des mouvements. Vous avez vu avec les crises économiques, les crises sociales, euh, même aujourd'hui avec la crise sanitaire, l'environnement de l'entreprise est en perpétuelle évolution. Et effectivement, l'incertitude est de plus en plus complexe et son degré est élevé. Et à partir de là, la stratégie permet à l'entreprise d'anticiper les éventuels événements qui peuvent surgir sur son environnement à travers ce qu'on a appelé le système donc, de veille, le système de veille stratégique, donc rester à l'écoute de l'environnement, être en veille, et par la suite, on va le voir progressivement, on fait appel aussi à l'intelligence économique. De prendre note de ce concept d'intelligence économique, et vous allez faire une petite recherche sur Internet. Donc, de toutes les façons, l'intelligence économique est un outil de la décision qui permet à la direction générale d'anticiper les différents événements qui peuvent surgir sur l'environnement et qui peuvent impacter positivement ou négativement l'avenir et le devenir d'entreprise. Et effectivement, aujourd'hui, la problématique de l'incertitude, elle est majeure au niveau de la gestion d'entreprise. Et d'ailleurs, le management stratégique cherche à réduire cette incertitude par des outils de la décision en faisant appel, entre autres, à la veille stratégique et à l'intelligence économique de manière à anticiper les tendances de l'environnement. Je pense qu'il y a une autre question au niveau Yasmine qui demande c'est quoi le top manager? Le top manager. Le top manager, c'est le dirigeant. Donc, au niveau d'une entreprise, nous avons la direction générale, généralement composée par une équipe de dirigeants, et chaque dirigeant représente un top manager. Pourquoi on les considère comme top? Parce qu'ils sont dans le sommet de l'entreprise, hiérarchiquement parlant. C'est la direction générale qui représente la première instance de décision au sein de l'entreprise. C'est l'organe de gouvernance au sens managérial. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle le président, par exemple, le président, le directeur général ou l'équipe dirigeante, tout simplement. C'est le comité de direction qui représente donc la direction générale qui de fixer les grandes décisions qui sont d'obédience stratégique. La différence entre le top manager et le manager de premier niveau, donc il y a d'abord comme vous l'avez vu en management, rappelez-vous la structure organisationnelle d'une entreprise. Il y a la direction générale, dans laquelle il y a les top managers. En dessous de la direction générale, il y a des directions fonctionnelles, directeur marketing, directeur des ressources humaines, directeur logistique. Donc là, c'est ce qu'on appelle le meilleur manager. Donc, c'est du middle management, c'est le management intermédiaire. Et par la suite, vous avez des chefs de service, vous avez des chefs d'équipe, vous avez ce qu'on appelle le manager de premier niveau. Ce sont les managers à l'échelle opérationnelle. Par exemple, pour une banque, lorsque vous allez avoir donc le directeur d'une agence bancaire représente un manager de premier niveau. Parce que c'est vraiment le management opérationnel, il est en contact avec la clientèle. À partir de là, il essaie de répondre aux attentes des clients à travers la gestion des comptes courants ou des comptes bancaires en général. Et donc, c'est à partir de là que le manager de premier niveau représente le management opérationnel. C'est pour cela que schématiquement, on le présente euh, sur le bas de la pyramide. Le rôle principal d'un top manager, selon donc une question qui m'a été suggérée, le rôle principal d'un top manager, c'est deux choses. Fixer les objectifs généraux, donc les décisions stratégiques, qui représentent la stratégie globale, allouer les ressources et les moyens nécessaires pour parvenir à la réalisation des objectifs escomptés, par la suite, contrôler l'évolution de l'activité, avec ce qu'on appelle le pilotage de l'activité et de la performance. Donc, le top manager fixe la stratégie, donne principalement les moyens et les ressources nécessaires pour la réalisation de ces objectifs et par la suite, il va mettre en place aussi un système de contrôle de manière à
vérifier le bon déroulement de l'entreprise, de telle sorte qu'il va, bien entendu, s'assurer de la bonne marche des activités et des objectifs planifiés. Le manager de premier niveau va recevoir la décision et va essayer de traduire dans un plan d'action, de manière à concrétiser ces décisions. Et pour concrétiser, pour mettre en œuvre cette stratégie, il est lui-même censé prendre des décisions opérationnelles qui sont quotidiennes, de régulation par exemple. Quand il y a un problème, par exemple, opérationnel, il doit lui-même se prononcer en fixant aussi des décisions à son niveau, donc à l'échelle opérationnelle, et qui sont souvent répétitives pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. La décision tactique, elle est à mi-chemin entre les deux. Elle est à mi-chemin entre les décisions stratégiques et les décisions opérationnelles, et elle a comme but corriger les éventuels dysfonctionnements qui peuvent heurter la réalisation des objectifs stratégiques, de manière à se rattraper. Par exemple, donc vous souhaitez avoir un exemple. Comme décision stratégique, comme objectif stratégique, vous souhaitez euh, développer ou accroître, augmenter la part de marché. Et donc là, pour augmenter la part de marché, vous devez augmenter le chiffre d'affaires. Donc c'est l'ensemble des ventes réalisées sur un exercice comptable. Donc pour augmenter les ventes, le moyen manager, qui est le moyen manager? Le directeur, par exemple, le directeur de production, la direction technique et de production. Il va essayer de planifier un programme de production qui permet de fournir à l'entreprise une quantité des biens qu'elle va vendre sur le marché de telle sorte qu'elle pourra atteindre le chiffre d'affaires visé et donc la part de marché en question. Et donc, à partir de là, elle doit voir est-ce qu'elle a les matières premières nécessaires, est-ce qu'elle a les ressources en interne nécessaires, la main-d'œuvre, les machines, analyser les capacités productives, etc. Et à partir de là, il va planifier à son échelle un programme de production de telle sorte qu'il va produire une quantité qui arrive à satisfaire les attentes de la direction générale en termes de chiffre d'affaires et de part de marché. Et donc, elle va donc fixer donc le programme et elle va le lancer. À l'échelle de chaque manager du premier niveau, c'est les chefs d'atelier. Par exemple, chaque chef d'atelier de production constitue un manager du premier niveau. Elle a pour objectif d'exécuter le programme de production. Et en cas de problème, par exemple, vous avez des machines qui tombent en panne, vous avez un risque peut-être avec la main-d'œuvre qui est insatisfaite quant aux conditions de travail. Donc, il y a ce qu'on appelle les éventuels dysfonctionnements qui peuvent mettre en péril la réalisation des objectifs. Dans ce cas, le directeur chargé de la production va prendre des décisions de manière à rattraper ce risque. Lorsque la machine tombe en panne, lorsque les ressources humaines font une grève parce qu'ils sont insatisfaits, donc quand il y a un arrêt de production, cela perturbe la planification de la production et par conséquent, vous n'aurez pas la capacité de produire dans les temps la quantité nécessaire qui va vous permettre à la suite de réaliser le chiffre d'affaires et la part de marché. Et c'est à partir de là qu'on observe la relation entre les trois décisions. La décision stratégique qui est globale, qui consiste à accroître la part de marché sur une durée, donc sur un horizon, 3 ans, 5 ans. Par la suite, la décision tactique qui consiste à vérifier les éventuels problèmes qui peuvent surgir et qui peuvent handicaper ou heurter la réalisation des objectifs, comme je vous ai dit. Vous avez des machines obsolètes, vous avez des pannes inattendues, imprévues, alors que vous avez déjà fixé et programmé la planification en termes de production. Et à partir de là, vous allez agencer en fonction de l'évolution des activités et du fonctionnement général de l'entreprise.
Ou bien entendu, euh, la relation entre les trois niveaux des décisions au sein d'une entreprise. Donc, on avance. Donc là, on a commencé par vous présenter l'importance de la décision stratégique. On l'a positionnée par rapport aux autres décisions. Et alors, surtout, on vous a dit que c'est une décision qui relève de la direction générale, qui concerne le long terme, qui engage l'entreprise sur un horizon lointain, puisqu'il s'agit euh, de décisions très peu récurrentes, sont souvent rares. On va prendre des décisions stratégiques chaque jour, vraiment dans des durées de vie, dans des horizons de décision qui sont préalablement fixés dans le cadre de la direction générale, qui engage bien entendu l'avenir et le devenir de l'entreprise. Donc là, on passe au processus stratégique. Donc là, comme je vous ai expliqué, la finalité de l'analyse stratégique est de contribuer à l'aide dans la prise de décision. Donc là, comme vous l'avez posé dans vos questions, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise opère, évolue dans un environnement incertain. On n'arrive plus à prévoir les événements ou les tendances qui peuvent surgir sur l'environnement. Et à partir de là, à travers la planification stratégique et le management stratégique, l'entreprise essaye de prendre des décisions en adoptant un comportement d'anticipation. Donc, il ne faut pas croiser les bras et attendre à ce que la crise survienne pour pouvoir réagir. Donc, il ne faut pas avoir une attitude défensive. Il ne faut pas réagir uniquement aux événements. Il faut aussi être proactif. Proactif, donc, anticiper par rapport à la survenance des événements qui peuvent et qui impactent systématiquement le devenir de l'entreprise. Et donc, il doit permettre une adéquation entre la décision stratégique et les exigences de l'environnement de la firme. Comme je vous ai dit, tout simplement, l'entreprise est une entité ouverte où elle doit impérativement tenir compte de son environnement pour pouvoir progresser et évoluer. Sinon, elle risque d'avoir des menaces qui peuvent chambouler toute sa planification stratégique. Et donc, la rupture de cette adéquation entre la décision stratégique et les exigences de l'environnement peuvent comporter un risque qu'on appelle les dérives stratégiques. C'est une déviation. Déviation, c'est un glissement. Vous allez vous glisser par rapport à ce que vous avez anticipé, par rapport à ce que vous avez prévu. Donc, c'est la différence entre l'objectif fixé et la réalisation que vous allez obtenir à la fin de la durée d'un exercice, etc. Et donc, quand il y a une inadéquation, c'est-à-dire une rupture entre ces deux éléments, l'entreprise va courir un risque de dérive stratégique. Voilà, on peut présenter donc le management stratégique selon une approche en mouvement, parce que c'est un processus qui n'est pas stable, qui n'est pas, je dirais, inchangeable. Donc, c'est une approche en mouvement, que l'entreprise est une entité vivante en interne, il y a des mouvements en interne, mais également il y a des mouvements en externe par rapport à son environnement. Dans ses rapports avec ses partenaires. Rappelez-vous, l'entreprise n'appartient pas uniquement aux actionnaires. Il y a d'autres acteurs qui conditionnent sa réussite. Et donc, elle a des relations, elle a des engagements vis-à-vis d'autres parties prenantes. En interne, les collaborateurs, les salariés. En externe, avec les prestataires, les fournisseurs, les clients, les consommateurs, la société en général, l'État, les institutions financières et les actionnaires, ceux qui détiennent le capital social. Et donc là, effectivement, étant donné que l'entreprise est une entité vivante, une entité en mouvement, donc elle tient compte d'un management stratégique qui est aussi en mouvement. Et donc là, le management stratégique peut être analysé ou décrypté selon trois dimensions principales. D'abord, il y a l'analyse proprement dite,
l'analyse stratégique, qui consiste à comprendre et analyser l'entreprise. Analyser en termes de quoi? D'abord, l'environnement concurrentiel. Vous avez vu déjà en management, même en économie. Donc, vous avez vu que l'entreprise est une entité économique qui va produire un bien et un service qui est destiné à être vendu sur un marché. Et vous avez étudié les différents, la typologie des marchés. La typologie de marché en distinguant la concurrence pure et parfaite. Il y a autant de demandeurs et d'offreurs sur le marché. Le monopole où l'entreprise est seule face à un ensemble de demandeurs. Le marché oligopolistique, où il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs, ainsi de suite. Donc, effectivement, en matière d'analyse stratégique, on va essayer de comprendre et d'analyser l'environnement en termes du degré de concurrence qui existe sur son marché. Pour dire, est-ce que nous sommes dans un marché hyper concurrentiel ou un marché qui est moyennement concurrentiel, ou tout simplement vous êtes dans une situation de monopole, c'est-à-dire que l'entreprise elle est seule à offrir le bien ou le service sur ce marché. Qu'est-ce qu'on va encore analyser? Donc, le degré, ce qu'on appelle l'intensité concurrentielle. Prenez note, s'il vous plaît, de ces concepts parce que ils ne seront pas systématiquement écrits sur le support. Donc là, on parle d'intensité, le degré, l'intensité concurrentielle, les ressources internes de l'entreprise. Donc, quelles sont ces ressources dont dispose l'entreprise? Il y a d'abord les ressources financières, le capital social, les moyens de financement, et les ressources humaines, l'ensemble des salariés qui sont employés et qui sont à la disposition de l'entreprise avec leur profil, avec leurs compétences, avec leur position hiérarchique. Voilà, les responsables. Donc, on va faire appel au bilan de compétences. Vous allez le voir en gestion des ressources humaines, de manière à identifier le nombre, l'effectif, mais également le profil des salariés à travers les compétences, effectivement, et les qualifications que tout un chacun dispose au sein de l'entreprise. Donc, les ressources financières, humaines, techniques, les ressources techniques, est-ce qu'on a déjà des technologies, des logiciels, donc voilà, technologiques, des ressources en termes informatiques, etc. Et aussi les ressources informationnelles. Parce qu'aujourd'hui, l'information elle-même constitue une ressource. Rappelez-vous, vous m'avez évoqué une question sur l'incertitude de l'environnement. Et donc, pour pouvoir suivre l'évolution de l'environnement et réduire l'incertitude, on fait appel à l'intelligence économique, qui consiste à chercher l'information avant qu'elle soit rendue publique. Et à partir de là, on met en place un système de veille et d'intelligence économique, et l'information donc constitue désormais une ressource stratégique. Lorsque vous êtes informé avant vos concurrents, vous allez anticiper et par conséquent, s'il y a une opportunité, vous allez vous préparer en avance par rapport à la concurrence, de manière à avoir un avantage compétitif et concurrentiel. Et s'il y a une menace et que vous êtes au courant, vous allez vous préparer à l'avance par rapport à la concurrence, de manière à réduire l'ampleur ou l'impact de cette menace sur le devenir de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va analyser encore? Les forces et les faiblesses que dispose l'entreprise. Donc, on va faire un diagnostic interne, un diagnostic stratégique interne qui consiste à analyser les points de force et les points de faiblesse. Les forces sont à consolider et les faiblesses sont à corriger, à développer. Et par conséquent, les risques potentiels qui peuvent impacter le devenir de l'entreprise. Donc, on fait appel à l'analyse stratégique. Donc, c'est du diagnostic, tout simplement. Vous allez réaliser un diagnostic stratégique en interne de manière à identifier les capacités, les potentialités de l'entreprise par rapport à ses forces, à ses faiblesses, aux risques qu'elle peut avoir, aux ressources, aux compétences dont elle dispose. Et par conséquent, il y a le diagnostic externe qui analyse son environnement de manière à identifier les opportunités et les menaces qui peuvent impacter son devenir. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le premier levier
du management stratégique, c'est le diagnostic stratégique et c'est l'analyse stratégique. D'ailleurs, on va voir pour le deuxième chapitre, on va nous focaliser sur les outils d'analyse stratégique et du diagnostic, que ce soit au niveau interne ou externe. Vous avez déjà étudié en première année en management général la matrice SWOT, si vous vous rappelez. SWOT, donc opportunité, menace, force et faiblesse. Vous avez étudié en management en première année. Dans cette année, dans ce module, on va vous rappeler l'analyse SWOT et on va la compléter par d'autres matrices beaucoup plus avancées de manière à diagnostiquer en interne et en externe le potentiel de l'entreprise en tenant compte des données de son environnement. Deuxième composante du management stratégique, c'est les orientations stratégiques. C'est la définition des orientations stratégiques. Une fois vous avez diagnostiqué stratégiquement l'entreprise, donc vous avez une idée sur ses capacités, sur ses opportunités, sur le risque qu'elle peut avoir en tenant compte de son environnement. Donc, vous allez commencer à fixer les orientations stratégiques. Donc, les priorités stratégiques à son échelle. Et donc là, il s'agit de mettre en évidence des critères susceptibles d'influencer et de déterminer des axes de développement futurs. Et donc, à partir de là, vous allez fixer la stratégie, les objectifs escomptés. Et à partir de là, ces critères vont prendre en considération, donc, ils vont tenir compte de ce que vous avez dégagé à travers le diagnostic stratégique et par la suite, en tenant compte de ce diagnostic stratégique, vous allez fixer les priorités sur la base de certains paramètres, ce qu'on appelle les déterminants de la stratégie, comme par exemple les processus de veille, de manière à suivre exactement ce qui se passe par rapport au métier de l'entreprise, aux activités de l'entreprise, par rapport aux produits et dans la segmentation. Vous avez vu la segmentation commerciale, donc là on va voir aussi la notion de la segmentation stratégique, de manière parce que l'entreprise n'est pas censée répondre à tous je dirais, les besoins. Et par conséquent, elle doit segmenter le marché en fonction des métiers qu'elle va exercer et des activités qu'elle va réaliser. Et donc là, on va faire des segments stratégiques. Par différence au segment marketing, on va y revenir. La technologie dont elle dispose ou qu'elle doit acquérir, les alliances, donc la coopération avec d'autres entreprises, donc les alliances stratégiques, les partenariats qu'elle peut tisser avec son environnement et la dimension culturelle, de manière à tenir compte aussi des valeurs, de l'identité de l'entreprise, de manière à définir ses orientations. Et en dernier lieu, donc, le déploiement de la stratégie, c'est-à-dire c'est la réalisation, la concrétisation. Première étape, c'est le diagnostic. Deuxième étape, c'est la planification proprement dite, qui consiste à définir les orientations stratégiques en tenant compte de certains paramètres, la veille, la segmentation des marchés et des produits, les technologies, les alliances et les coopérations et la culture d'entreprise, c'est-à-dire le système de valeurs et des croyances qui sont partagées au sein de l'entreprise. Donc, la dernière étape consiste à réaliser, à traduire, à concrétiser, à transposer les orientations stratégiques en termes de décision. Donc, cette traduction des orientations stratégiques revêt donc les dimensions suivantes. D'abord, l'organisation de l'entreprise en interne, de manière à structurer les ressources dont vous disposez et mettre en place une structure organisationnelle qui permette, je dirais, la réalisation des objectifs stratégiques et leur opérationnalisation au niveau de l'organisation. Deuxième dimension, c'est la planification. Donc, vous devez planifier les actions nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie et les objectifs escomptés. Donc là, on parle de planification et d'action opérationnelle.
Et par la suite, vous allez fixer les moyens nécessaires pour parvenir à la réalisation des objectifs escomptés et surtout faire face aux changements. Puisque comme je vous ai dit, parfois vous serez amené à prendre des tactiques, des décisions tactiques en fonction du changement de l'environnement, en fonction de l'évolution de l'environnement. Et en cas de dysfonctionnement, en cas de problème, vous devez intervenir pour rétablir, pour régulariser la situation de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs. Donc, à partir de là, on arrive à appréhender l'approche générale du management stratégique qui est fondée sur les trois composantes principales. Donc, l'analyse stratégique qui renvoie au diagnostic en interne et en externe, la définition des orientations stratégiques et par la suite, la concrétisation ou la traduction des orientations et des décisions stratégiques sur le plan donc opérationnel. C'est ce qu'on a appelé comme le déploiement de la stratégie. Donc, déployer une stratégie, c'est la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, vous devez avoir une structure organisationnelle, une planification des actions nécessaires, euh, la gestion des moyens et des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs et par la suite, la gestion du changement en cas de dysfonctionnement, en cas de problème, en cas d'événement qui est imprévu, vous devez intervenir pour éviter les éventuels dysfonctionnements qui heurtent et qui peuvent compromettre la réalisation des objectifs escomptés. Donc voilà, je reviens sur le chat pour avoir encore, parce que comme vous le savez, je n'arrive pas à maintenir l'écran sur le PowerPoint et en même temps lire vos commentaires. Donc là, je reviens sur les commentaires pour pouvoir répondre aux éventuelles questions jusqu'à ce niveau. C'est quoi une adéquation par rapport à la question de Mehdi? C'est la compatibilité. Adéquation, c'est quoi? C'est que une décision doit être adéquate avec les compétences et les ressources dans les trois entreprises, c'est-à-dire compatibles. Donc, on a c'est le même niveau. C'est ce qu'on appelle l'adéquation, c'est la compatibilité entre les objectifs et les ressources. Abir n'a pas compris le dernier point concernant la traduction des orientations. Je vous ai dit, au niveau du management stratégique, le management stratégique se fonde sur trois dimensions. D'abord, le diagnostic. Il faut diagnostiquer en interne et en externe les capacités et le potentiel d'entreprise. Et par la suite, sur la base du diagnostic, vous allez définir les orientations stratégiques, c'est-à-dire les décisions et les objectifs généraux. Une fois ces objectifs sont définis, sont clarifiés, vous devez les concrétiser, les mettre en œuvre. Et donc, le déploiement de la stratégie consiste à mettre en œuvre les objectifs planifiés. Donc, c'est la réalisation des objectifs de la stratégie. Donc, pour réaliser la stratégie, il vous faut quoi? Il vous faut d'abord une organisation structurée avec des règles, des responsabilités. Il vous faut les ressources nécessaires pour réaliser l'objectif. Il vous faut un plan d'action planifié, donc concrétisé, et par la suite, vous devez avoir les outils de la gestion du changement. Vous avez une planification et éventuellement, quand il y a des modifications, quand il y a un changement sur des événements imprévus, vous devez intervenir rapidement pour régulariser la situation et rétablir la bonne marche, tout simplement, de l'entreprise pour pouvoir atteindre les objectifs dans le temps. Le déploiement, c'est la concrétisation. Déployer une stratégie, c'est mettre en œuvre, concrétiser, opérationnaliser donc un objectif. Bien sûr, la séance est enregistrée. Une fois donc on termine ce cours, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube et par la suite, vous allez le retrouver sur le ENP. Et le support, il sera communiqué à la fin de chaque chapitre.
Pour Yasmine, la planification d'actions opérationnelles. Planifier, c'est quoi planifier? C'est identifier et de réfléchir sur les actions nécessaires. Comme je vous ai euh, présenté par rapport à l'objectif, quand par exemple nous avons un objectif d'augmenter la part de marché, donc sur le plan opérationnel, pour pouvoir atteindre cette orientation stratégique, quelles sont les actions, les opérationnelles que vous devez mettre, que vous devez planifier? Donc, pour augmenter la part de marché, vous devez augmenter quoi? Le chiffre d'affaires, l'ensemble des ventes. Et donc, pour pouvoir vendre, il faut quoi? Il faut produire. Donc là, il faut planifier le processus de production. Quelles sont les quantités à produire pour pouvoir réaliser le chiffre d'affaires et donc atteindre la part de marché. Donc, de point de vue opérationnel, pour produire, vous devez planifier l'achat des matières premières. Vous devez planifier l'ensemble des capacités productives en tenant compte des ateliers dont vous disposez, les machines, la main-d'œuvre, les procédés de fabrication. Donc, tout ça relève de l'action opérationnelle, parce que grâce à l'achat de matières premières, grâce à l'agencement des matières premières et la programmation des ateliers de production, vous allez pouvoir produire les quantités nécessaires pour réaliser le chiffre d'affaires escompté et par conséquent accroître la part de marché. C'est pour cela qu'on considère la planification d'actions opérationnelles comme composante de déploiement de la stratégie. Vous ne pouvez pas atteindre ou réaliser ou mettre en œuvre l'objectif stratégique si vous n'avez pas planifié concrètement sur le terrain quelles sont les actions opérationnelles, les actions pratiques que vous allez réaliser au jour le jour pour pouvoir parvenir dans le temps à la réalisation de la stratégie qui est définie sur un horizon lointain. Younes nous pose une question, pourquoi on revient à l'analyse stratégique après le déploiement de la stratégie? La question la réponse est simple, tout simplement. Vous avez fixé une stratégie sur 3 ans, par exemple. Donc, chaque année, vous allez donc faire un effort pour pouvoir atteindre l'objectif en question. Donc, vous avez la première année, la deuxième année, la troisième année. Donc, une fois que vous allez achever la stratégie, vous devez planifier une autre stratégie. Et par la suite, avant d'atteindre la troisième année, vous devez toujours suivre le changement et l'évolution de l'environnement de telle sorte que vous pouvez revoir vos stratégies. Et donc, l'analyse stratégique est un processus continuel. L'entreprise, au fur et à mesure qu'elle se développe, au fur et à mesure qu'elle évolue sur un marché, elle doit analyser ponctuellement et continuellement son environnement de manière à corriger en cas de changement. Quand il y a des changements inattendus, quand il y a des événements imprévus, vous devez revoir votre stratégie. Même si vous l'avez fixé sur un horizon de 5 ans ou de 3 ans, il y a toujours des aménagements, il y a toujours des révisions en tenant compte de l'évolution de l'environnement. C'est pour cela qu'il s'agit d'une boucle en mouvement. Je vous ai écrit sur le PowerPoint, sur le slide, le management stratégique représente une approche en mouvement. C'est-à-dire, une fois que vous avez déployé la stratégie, vous allez bien entendu toujours rester en contact avec les outils de l'analyse stratégique parce que vous devez suivre tout simplement les évolutions de l'environnement de manière à réajuster, à ajuster ou réajuster en fonction des changements de l'environnement, que ce soit en interne et même en externe. Et donc, c'est une approche en mouvement. Pour la segmentation stratégique, je vais y revenir. Je vais y revenir par la suite. Tout au long de notre chapitre, on va faire même des études de cas. L'essentiel, c'est que dans le cadre de la définition des orientations stratégiques, l'entreprise ou le manager doit aussi segmenter le marché en fonction des métiers et des activités.
Parce que tout simplement, l'entreprise ne peut pas, ou en principe, ça dépend donc de ses ressources, de ses compétences. Elle peut pas être présente sur plusieurs métiers et sur plusieurs activités. Même si vous avez étudié la stratégie de la diversification, mais là, elle va choisir quelques métiers. Et elle peut pas produire tout et n'importe quoi. Donc, on peut pas répondre à toutes les demandes sur le marché. Bien sûr, je peux diversifier. Donc, je peux intervenir sur plusieurs domaines d'activité, qu'on appelle les métiers de l'entreprise. Mais de toutes les manières, vous ne pouvez pas être exhaustif. C'est-à-dire, vous n'allez pas tout produire, vous n'allez pas tout offrir sur le marché. Et donc, il y a un positionnement. Vous devez choisir le ou les métiers que vous allez donc exercer. Et à partir de là, vous allez définir vos domaines d'activité stratégique. Et c'est pour cela qu'on fait appel à la segmentation stratégique parce que vous n'êtes pas censé répondre ou exercer tous les métiers du monde. Donc, chaque entreprise, elle a un métier ou quelques métiers. Bien sûr, on va y revenir sur la matrice SWOT. Donc, on aura tout un chapitre sur le diagnostic stratégique avec l'ensemble des outils nécessaires à l'analyse de l'environnement et de l'entreprise, en interne et en externe. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter. Donc, le management stratégique en tant qu'approche en mouvement. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 10h15. Donc voilà, bon courage et très bonne continuation. À la prochaine.